Dans ce livre, je cherche à convaincre la gauche de réhabiliter les concepts de nation et de nationalisme. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, du génocide de Gaza et de l'implication des États-Unis dans les rapports que la Chine entretient avec Taïwan, une telle réflexion s'impose. J'ai en particulier le souci de convaincre la gauche, car les intellectuels et politiciens de gauche considèrent souvent toute référence à la nation comme problématique et le nationalisme comme étant essentiellement de droite. En effet, certains croient que les nations sont des constructions idéologiques, à savoir des fictions et donc des entités imaginaires. Ils considèrent aussi que le nationalisme est une idéologie mortifère, une source constante de violence et de tension. On ne peut qu'être d'accord avec l'idée selon laquelle le nationalisme a, dans l'histoire, le plus souvent été le théâtre de violence et de confrontation interethniques. Mais c'est à mes yeux précisément la raison pour laquelle il faut chercher à définir le concept et à penser le nationalisme dans une perspective critique visant à en cerner les conditions de possibilité. L'ouvrage se divise en deux parties, l'une traitant de la nation et l'autre du droit à l'autodétermination. S'agissant de la nation, tout le monde sait à quel point il est difficile de définir ce concept. Toutefois, je crois que la difficulté provient du fait que l'on prend pour acquis qu'il existe une seule sorte de nation. Or, je crois qu'il en existe plusieurs différentes sortes. Il y a les nations souveraines, formant des États indépendants. Il y a des nations organisées en gouvernements autonomes, mais qui ne sont pas politiquement souveraines. Puis il y a des nations sans gouvernement. Dans l'ouvrage, je développe une typologie encore plus diversifiée qui laisse la place à une très grande variété de groupes nationaux. Dans une deuxième partie du livre, je note qu'à notre époque, le nationalisme est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la lutte contre l'impérialisme économique. Les États retrouvent tout d'abord de plus en plus les vertus associées à la souveraineté. Souveraineté monétaire, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, lutte à la délocalisation des entreprises, protectionnisme, démondialisation de l'économie. La raison en est que la mondialisation de l'économie, le décloisonnement des institutions financières et la déréglementation des finances font de plus en plus de victimes dans de plus en plus de pays. J'aime à dire qu'aucun peuple n'est une île et que chaque peuple joue tant bien que mal sa partition dans le concert des nations. Or, à l'époque contemporaine, le capitalisme se traduit de plus en plus par une concentration du capital, des moyens de production et des centres de décision aux mains d'oligarques apatrides qui imposent leurs lois aux États-nations. Nous assistons de plus en plus à une opposition entre les peuples, 99,9% de la population, et une oligarchie contrôlant les grandes entreprises, les médias mainstream et les politiciens. La résistance alors s'opère sur plusieurs fronts. Les 5000 peuples autochtones sont en première ligne pour la défense de l'environnement et contre un développement débridé qui est animé par une volonté de croissance illimitée alors que les ressources sont limitées. Ces peuples revendiquent la souveraineté sur leur territoire en invoquant, avec raison, leurs droits ancestraux. Leurs territoires sont pour eux des habitats faisant partie de leur identité de peuple. Cette conception du territoire comme lieu d'appartenance identitaire peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques. Le nationalisme autochtone tient en ce sens tête au capitalisme sauvage. Il faut tenir compte aussi des peuples qui, bien que bénéficiant d'une organisation étatique souveraine, subissent un rapport de domination économique ou politique venant d'une puissance étrangère. On songe à la domination que les États-Unis exercent sur l'Amérique latine via la doctrine Monroe, et en particulier à l'égard de ce qu'ils nomment la troïka de la tyrannie, mais qui est en fait la troïka de la résistance, à savoir Cuba, Nicaragua, Venezuela. On songe aussi à la domination de la France sur les pays africains subsahariens soumis au franc CFA. Leur nationalisme est dans tous les cas une source essentielle de résistance. La violence de l'État impérialisme américain s'est déployée directement en Irak,
en Afghanistan, en Libye et en Syrie, ou indirectement par procuration, en Ukraine, en Palestine et peut-être éventuellement à Taïwan. Au premier rang de ces résistances, on trouve la Russie, l'Iran et la Chine. Même si les régimes internes de plusieurs de ces pays sont loin d'être recommandables, leur résistance sécuritaire face à la belligérance américaine peut être justifiée et comprise. Leur nationalisme est ce qui rend possible cette résistance. Mon exposé se décline donc comme suit. J'explique tout d'abord pourquoi la gauche doit s'intéresser à la notion de peuple en tant qu'entité collective. On a besoin d'une telle entité collective, notamment pour rendre compte de la justice réparatrice, du génocide et du racisme systémique. Je montre ensuite comment les débats concernant l'origine et le territoire de la nation trouvent leur résolution dans l'approche pluraliste évoquée précédemment et qui suppose plusieurs sortes de nations. Je fournis ensuite en détail les raisons pour lesquelles la gauche doit aussi s'intéresser au nationalisme. C'est à cette occasion que je souligne l'importance des nationalismes autochtones latino-américains et africains. Enfin, je poursuis mon enquête afin de proposer une théorie du nationalisme, la théorie des justes causes, accompagnée de quelques études de cas permettant d'illustrer. J'ai d'ailleurs préparé des capsules explicatives illustrant ces différents thèmes. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Les liens apparaissent en description, tout comme les liens conduisant en accès libre aux versions PDF et e-book de l'ouvrage.